Mais les mots ne voulaient pas me venir. Je relus tout le morceau depuis le début. Je lisais à haute voix chaque phrase, et il m'était absolument impossible de rassembler mes pensées pour ce climax à grand fracas. Par-dessus le marché, pendant que j'y travaillais, l'agent de police vint se poster au beau milieu de la rue, à petite distance de moi, et gâcher toute mon inspiration. Que lui importait que je fusse en train d'écrire l'admirable climax d'un article pour le commandeur? Grand Dieu, comme il m'était impossible de me tenir à flot, quoi que je pusse tenter. Je restai là 1 heure, l'agent s'en alla, le froid commençait à devenir trop vif pour rester sans bouger. Découragé et déprimé par cette nouvelle tentative avortée, je rouvris la porte et montai à ma chambre. Il faisait froid là-haut, et je pouvais à peine voir ma fenêtre dans les ténèbres épaisses. Je tâtonnai jusqu'à mon lit, retirai mes souliers et m'assis pour réchauffer mes pieds entre mes mains. Puis je me couchai, comme je le faisais depuis longtemps, tel que j'étais tout habillé. Le lendemain matin, je me mis sur mon séant dans mon lit, dès qu'il fit jour, et je repris mon article. Je restai dans cette position jusqu'à midi. J'avais tout juste accouché de 10 à 20 lignes, et je n'en étais pas encore arrivé au final. Je me levai, chaussai mes souliers et me mis à marcher le long en large par la chambre pour me réchauffer. Il y avait de la glace aux vitres des fenêtres. Je regardais dehors, il neigeait. En bas, dans l'arrière-cour, une épaisse couche de neige s'étendait sur le pavé et sur la fontaine. Je vaquai par ma chambre, fis quelques tours çà et là au hasard, grattai les murs avec mes ongles, posai avec précaution mon front contre la porte, frappai le plancher de l'index et prêtai attentivement l'oreille, le tout sans aucun dessein, mais avec calme et circonspection, comme si j'avais en vue une affaire d'importance. Cependant, je dis coup sur coup, assez haut pour l'entendre moi-même, « Mais, grand Dieu, c'est la folie !» Et je continuais de plus belle. Après un long moment, peut-être une couple d'heures, je rassemblai mes forces, me mordis les lèvres et me roidis du mieux que je pus. Il fallait que cela finît. Je cherchai un copeau à mâcher et me remis résolument à écrire. À grand-peine, je mis sur pied quelques courtes phrases, 20 de pauvres mots que je m'arrachais à toute force pour au moins avancer. Puis je m'arrêtai. Ma tête était vide, je n'en pouvais plus. Et comme j'étais absolument incapable d'aller plus loin, je me mis à fixer des yeux grands ouverts sur ces derniers mots, sur cette feuille inachevée. Je regardais stupidement ces étranges caractères tremblants qui me guettaient comme de petites figures hérissées, sorties du papier, et je finis par ne plus rien y comprendre et ne plus penser à rien. Le temps passait. J'entendais le trafic dans la rue, le bruit des voitures et des chevaux. La voix de Jane Solai montait vers moi quand il parlait aux chevaux dans l'écurie. J'étais absolument abruti. Je claquais tout doucement de la langue, mais sans rien faire d'autre. Ma poitrine était dans un triste état. Il commença à faire sombre, je m'affaissais de plus en plus. La fatigue m'accabla, et je me recouchai sur mon lit. Pour me réchauffer les mains, je passais les doigts dans mes cheveux, en long, en large et en travers. Je ramenais de petites mèches, des touffes détachées qui me restaient entre les doigts et inondaient l'oreiller. Je n'y pensais pas précisément à ce moment, c'était comme si la chose ne me regardait pas. D'ailleurs, j'avais des cheveux de reste. Je tentais de nouveau de secouer cette étrange torpeur qui s'infiltrait dans tous mes membres, comme une brume. Je me mis sur mon séant, me frappais à main plate sur les genoux, toussais aussi fort que me le permettait ma poitrine, et je retombais de nouveau. Rien n'y faisait. Je m'éteignais, sans remède, les yeux ouverts, fixés droit au plafond. Finalement, je fourrai mon index dans ma bouche et me mis à le téter. Quelque chose commença à remuer dans mon cerveau, une idée qui se frayait un chemin là-dedans, une invention totalement démente. Hein? Si je mordais? Et sans une minute de réflexion, je fermai les yeux et serrai les dents. Je bondis. Enfin j'étais réveillé. Un peu de sang suintait de mon doigt et je le léchai à mesure. Cela ne faisait pas mal, la blessure n'était rien, du reste, mais d'un coup j'étais revenu à moi. Je secouai la tête, allai à la fenêtre et cherchai un chiffon pour la plaie. Tandis que je vaquais à cette occupation, mes yeux s'emplirent d'eau et je pleurais silencieusement pour moi seul. Ce maigre doigt mordu avait un air si affligé. Dieu du ciel, à quel point,
en étais-je arrivé? L'obscurité s'épaissit. Peut-être ne serait-il pas impossible d'écrire mon final dans la soirée, si seulement j'avais une bougie. Ma tête était redevenue claire, les pensées allaient et venaient comme d'habitude, et je ne souffrais pas particulièrement. Je ne sentais même pas la faim aussi fort que quelques heures plus tôt, je pouvais bien tenir jusqu'au lendemain. Peut-être pourrais-je obtenir une bougie à crédit, provisoirement, en m'adressant à la boutique d'articles de ménage et en expliquant ma situation. On me connaissait si bien là-bas. Dans les bons jours, alors que j'en avais les moyens, j'y avais acheté bien des pains. Cela ne faisait pas de doute que j'y obtiendrais une bougie sur ma bonne renommée. Et pour la première fois depuis longtemps, je me mis à brosser un peu mes vêtements et à enlever les cheveux tombés sur ma jaquette autant que faire se pouvait dans l'obscurité. Puis, je descendis à tâtons l'escalier. En arrivant dans la rue, il me vint à l'idée que je ferais peut-être mieux de demander un pain. L'indécision me prit. Je m'arrêtai et me mis à réfléchir. En aucune façon, me répondis-je finalement à moi-même. Je n'étais malheureusement plus en état de tolérer aucune nourriture. Les mêmes histoires se reproduiraient, avec des visions, des pressentiments, des idées insensées. Mon article ne serait jamais fini, et il s'agissait d'aller trouver le commandeur avant qu'il m'eût de nouveau oublié. En aucune façon. Et je me décidai pour une bougie. Et j'entrai dans la boutique. Une femme se tient près du comptoir et fait des achats. À côté de moi, s'étalent plusieurs petits paquets dans des papiers différents. Le commis, qui me connaît et sait ce que j'ai l'habitude d'acheter, quitte la femme et sans autre formalité, enveloppe un pain dans un journal et me le tend. Non, justement ce soir c'était une bougie. Je dis cela très doucement et humblement pour ne pas l'agacer et ne pas gâcher ma chance d'obtenir la bougie à crédit. Ma réponse le prit à l'improviste. C'était la première fois que je lui demandais autre chose que du pain. « Ah, bien, alors vous attendrez un peu, dit-il, et il se remet à servir la femme. Elle ramasse ses emplettes, paye, donne un billet de 5 couronnes sur lequel on lui rend la monnaie, et s'en va. Maintenant nous sommes seuls, le commis et moi. Il dit « Ah oui, alors c'est une bougie !» Et il déchire un paquet de bougies et en sort une pour moi. Il me regarde, et je le regarde, ma requête au bord des lèvres que je n'arrive pas à lui faire franchir. « Mais c'est vrai, dit-il tout à coup, vous avez payé. » Il dit simplement que j'avais payé. J'entendis chaque mot. Et il se met à tirer de la caisse des pièces d'argent et à les compter, couronne à couronne, des pièces luisantes, dodues. Il me rend la monnaie sur 5 couronnes, les 5 couronnes de la femme. « S'il vous plaît, dit-il. » Je reste une seconde à regarder cet argent. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne réfléchis pas, je ne pense à rien du tout, je tombe simplement en extase devant toute cette richesse qui s'étale et luit sous mes yeux. Et machinalement je ramasse la monnaie. Je reste devant le comptoir, stupide d'étonnement, accablé, anéanti. Je fais un pas vers la porte et je m'arrête. Je dirige mon regard vers certains points de la cloison. Il pend là une petite clochette passée dans un collier de cuir, et au-dessous, un paquet de lacets, et je reste les yeux fixés sur ces objets. Le commis croit que je veux entamer une conversation, du moment que je ne me presse pas davantage, et il dit, tout en rangeant quelques feuilles de papier d'emballage qui traînent sur le comptoir, « On dirait que c'est l'hiver qui vient. »« Oui, répondis-je, on dirait que c'est l'hiver qui vient. Ça en a tout l'air. » Et un peu après j'ajoute, « Bah, ce n'est pas trop tôt. Mais ça en a vraiment tout l'air. Du reste, ce n'est pas trop tôt non plus. » Je m'entendis proférer ces insanités, mais je percevais chaque mot que je disais comme s'il venait d'une autre personne. « Ah, vous trouvez ?» dit le commis. Je mis la main dans ma poche, avec l'argent, tournai le bec de canne et sortis. Je m'entendis dire « Bonsoir » et le commis répondre. J'étais déjà à quelques pas du perron quand la porte de la boutique s'ouvrit violemment et le commis m'appela. Je me retournai sans étonnement, sans l'ombre d'inquiétude. Je me contentais de rassembler la monnaie dans ma main et me préparais à la rendre. « S'il vous plaît, vous avez oublié votre bougie, » dit le commis. « Oh, merci, » répondis-je tranquillement. « Merci, merci. » Et me revoilà descendant la rue, ma bougie à la main. Ma première pensée raisonnable
fut pour la monnaie. J'allai vers un réverbère et la recomptais, la soupesais dans ma main, et je souris. Ainsi j'étais tout de même magnifiquement tirée d'embarras, grandiosement, merveilleusement tirée d'embarras pour un long, long temps. Je remis la main dans ma poche avec l'argent et je partis. Devant une gargote dans la grande rue, je m'arrêtai et délibérais froidement et tranquillement si je me risquerais à prendre un petit lynch dès maintenant. J'entendais à l'intérieur le cliquetis des assiettes et des couteaux et le son de la viande qu'on bat. Ce fut pour moi une tentation trop forte. J'entrai. « Un beefsteak » dis-je. « Un beefsteak » cria la bonne dans un guichet. Je m'installai à une petite table inoccupée, tout près de la porte, et j'attendis. Il faisait un peu sombre dans le coin où j'étais assis. Je me sentais assez bien caché, et je me mis à penser. De temps à autre, la bonne me jetait un coup d'œil quelque peu curieux. Ma première malhonnêteté véritable était commise, mon premier vol, auprès duquel tous mes tours antérieurs ne comptaient pour rien. Ma première petite, grande chute. Baste, il n'y avait pas à y revenir. Du reste, j'avais toute liberté d'arranger la chose plus tard avec l'épicier, ultérieurement, quand j'en trouverais l'occasion propice. Je n'étais pas obligé de continuer dans cette voie. D'ailleurs, je ne m'étais pas fait fort de vivre plus honnêtement que tous les autres hommes. Il n'y avait pas contrat. « Le beefsteak vient-il bientôt, croyez-vous »« Oui, tout de suite. » La bonne ouvre le guichet et regarde dans la cuisine. Mais si l'affaire se découvrait, si le commis en venait à concevoir des soupçons, s'il commençait à réfléchir à l'incident du pain, aux 5 couronnes sur lesquelles il avait rendu la monnaie à la femme, il n'était pas impossible que cela lui revînt en mémoire, peut-être la prochaine fois que j'entrerais dans la boutique. Eh bien, grand Dieu! Je haussai les épaules à la dérobée. « S'il vous plaît, » dit aimablement la bonne, en posant le beefsteak sur la table. « Mais vous ne voulez pas plutôt passer dans une autre salle? Il fait si sombre ici. »« Non, merci, je préfère rester ici, » répondis-je. Tout à coup son amabilité m'émeut. Je paye le beefsteak immédiatement, lui donne au hasard ce que j'ai attrapé au fond de ma poche et lui referme la main dessus. Elle sourit, et je dis pour plaisanter, les larmes aux yeux, « Vous garderez le reste pour vous acheter une ferme. Grand bien vous fasse. » Je me mis à manger. Au fur et à mesure, je devenais de plus en plus vorace, et j'avalais de gros morceaux sans les mâcher. Je déchirais la viande, comme un cannibale. La bonne revint vers moi. « Vous ne voulez pas quelque chose à boire, dit-elle, et elle se penche un peu vers moi. Je la regardais. Elle parlait très bas, presque timidement. Elle baissa les yeux. « Par exemple, une demi-bouteille de bière, ou ce que vous voudrez. C'est moi qui... par-dessus le marché, si vous voulez bien. »« Non, merci, répondis-je. Pas maintenant. Je reviendrai une autre fois. » Elle se retira et s'assit derrière le comptoir. Je ne voyais plus que sa tête. Drôle de créature. Quand j'eus fini, je gagnai la porte tout d'un coup. J'avais déjà la nausée. La bonne se leva. J'avais peur d'entrer dans la lumière. Je redoutais de me faire trop voir de cette jeune fille qui ne soupçonnait pas ma misère. Aussi lui dis-je rapidement bonne nuit, m'inclinai et partis. La nourriture commençait à faire son effet. J'en souffrais beaucoup, et je ne pourrais certainement pas la garder longtemps. Tout en marchant, je vidais ma bouche à chaque coin sombre devant lequel je passais. Je luttais pour calmer les nausées qui me creusaient de rechef. Je serrais les poings et me raidissais. Je frappais du pied le pavé et ravalais rageusement ce qui remontait. En vain. Je finis par courir sous une porte cochère, pliée en deux, aveuglé par l'eau qui me jaillissait des yeux, et je me vidai de nouveau. Cela m'exaspéra. Je remontai la rue en pleurant. Je maudis les puissances cruelles, quelles qu'elles fussent, qui me persécutaient de la sorte. Je les vouais à l'infernale damnation et aux peines éternelles, en punition de leur bassesse. Les puissances étaient peu chevaleresques, vraiment bien peu chevaleresques, pourrait-on dire. J'allai droit à un homme qui bâillait devant une vitrine et lui demandai en toute hâte ce qu'il fallait, selon lui, donner à un homme qui avait longtemps jeûné. Il y allait de sa vie, dis-je. Il ne supportait pas le beefsteak. « J'ai entendu dire que le lait est bon, du lait bouilli, » répond l'homme, extrêmement surpris. « Au reste, pour qui me demandez-vous ce renseignement ?»« Merci, merci, dis-je. »
Il peut se faire que ce ne soit pas mauvais du lait bouilli. Et je m'en vais. Au premier café que je trouvais, j'entrai et demandai du lait bouilli. On me servit le lait, je le bus, tout chaud qu'il fût, l'avalai gloutonnement jusqu'à la dernière goutte, payai et repartis. Je pris le chemin de chez moi. Alors, il arriva quelque chose d'étrange. Devant ma porte, appuyée au bec de gaz et en plein dans sa lumière, se tient une personne que j'aperçois déjà à grande distance. C'est encore la dame en noir, la même dame en noir que les soirs précédents. Il n'y avait pas à s'y tromper. C'était la 4e fois qu'elle se retrouvait au même endroit. Elle se tient absolument immobile. Je trouve cela si bizarre qu'involontairement je ralentis le pas. À ce moment, mes idées sont en bon ordre, mais je suis très surexcitée, mes nerfs sont irrités par mon dernier repas. Comme à l'ordinaire, je passe tout contre elle, j'arrive presque à la porte et suis sur le point d'entrer. Alors je m'arrête. Il me vient une inspiration subite. Sans m'en rendre compte, je me tourne et vais droit à la dame. Je la regarde en face et la salue. « Bonsoir, mademoiselle. »« Bonsoir, » répond-elle. « Pardon, cherchait-elle quelqu'un ? Je l'avais déjà remarqué auparavant. Si je pouvais l'aider en quoi que ce fût, je vous demande infiniment pardon d'ailleurs. » Oh, elle ne savait pas au juste. De l'autre côté de cette porte, il n'habitait personne, à l'exception de 3 ou 4 chevaux et moi. C'était au demeurant une écurie et un atelier de ferblantier. Il était fort à craindre qu'elle fît fausse route si elle cherchait quelqu'un par ici. Alors, elle détourne son visage et dit « Je ne cherche personne, je suis là, tout simplement. »« Ah, bien !» Elle était là, tout simplement. Elle restait là ainsi, de soir en soir, par simple caprice. C'était un peu bizarre. Plus j'y réfléchissais, plus la dame me désorientait. Je résolus d'être audacieux. Je fis sonner un peu l'argent dans ma poche, et sans autre façon, je l'invitai à prendre un verre de vin quelque part, en l'honneur de l'hiver qui était venu. Hé hé, on n'avait pas besoin de beaucoup de temps, mais elle ne voulait sans doute pas. Oh, non merci, cela n'était peut-être pas convenable. Non, elle ne pouvait pas. Mais si j'étais assez gentil pour lui faire un bout de conduite, alors... Le chemin de son logis était passablement sombre, et cela la gênait de remonter seule la rue Karl Johann à une heure si avancée. Nous nous mîmes en route. Elle marchait à ma droite. Un sentiment singulier s'empara de moi, un beau sentiment, la conscience d'être en présence d'une jeune fille. Je la regardais tout le long du chemin, le parfum de ses cheveux, la chaleur qui émanait de son corps, cette odeur féminine qu'elle répandait, la douceur de son haleine chaque fois qu'elle tournait son visage vers moi. Tout cela m'inondait et pénétrait impétueusement tous mes sens. Je pouvais tout juste entrevoir un visage plein, un peu pâle sous la voilette, et une poitrine haute qui gonflait le manteau. La pensée de toutes ces splendeurs cachées, dont je pressentais la présence sous le manteau et la voilette, me troublait, me rendait idiotement heureux, sans motif plausible. Je n'y pus résister davantage. Je la touchai de la main, tâtai son épaule et souris stupidement. J'entendais battre mon cœur. « Comme vous êtes étrange, dis-je. Comment cela au juste ? » Eh bien d'abord, elle avait positivement l'habitude de rester plantée devant une porte d'écurie de soir en soir, sans la moindre intention, simplement parce que cela lui passait par la tête. Bah, elle pouvait avoir ses raisons pour cela. D'ailleurs, elle aimait à veiller très avant dans la nuit. Elle avait toujours adoré cela. Est-ce que cela me plaisait de me coucher avant minuit ? Moi ? S'il y avait au monde une chose que je détestais, c'était bien de me coucher avant minuit. Hé hé. Hé hé, vous voyez bien. Alors elle s'offrait cette promenade, les soirs où elle n'avait rien de mieux à faire. Elle habitait là-haut, place Saint-Olaf. « Il a Djali !» criai-je. « Vous dites ?» J'ai dit simplement « Il a Djali ». Ce n'est rien, continuez. Elle habitait là-haut, place Saint-Olaf, menant une vie assez solitaire avec sa maman. Mais celle-ci était si sourde qu'on ne pouvait pas causer avec elle. Qu'y avait-il de bizarre à ce qu'elle eût envie de sortir un peu ? Oh, rien du tout, répondis-je. Eh bien alors, et je pouvais entendre au son de sa voix qu'elle souriait. N'avait-elle pas une sœur ? Si, une sœur aînée. Comment le savais-je du reste ? Mais elle était partie, à Hambourg.
Dernièrement? Oh, environ 5 semaines. Comment savais-je qu'elle avait une sœur? Je ne le savais pas du tout, c'était une simple question. Nous nous tûmes. Un homme nous dépassa, qui portait une paire de souliers sous le bras. À part cela, la rue était vide, aussi loin que nous pouvions voir. Là-bas, vers Tivoli, brillait une longue rangée de lampes de couleur. Il ne neigeait plus, le ciel était clair. « Grand Dieu! Vous n'avez pas froid sans par-dessus » dit brusquement la dame en me regardant. Fallait-il lui raconter pourquoi je n'avais pas de par-dessus? Révéler dès maintenant ma situation, l'effrayer et la mettre en fuite sans plus attendre? C'était pourtant délicieux de marcher à côté d'elle et de la tenir dans l'ignorance encore un petit moment. Je mentis, je répondis « Non, pas le moins du monde ». Et pour passer à un autre sujet, je demandai « Avez-vous vu la ménagerie de Tivoli ?»« Non, répondit-elle. Ça vaut-il la peine d'être vu ?» S'il lui prenait fantaisie d'y aller, entrer dans toute cette lumière parmi tout ce monde, elle serait trop gênée. Mes méchants vêtements, mon visage émacié que je n'avais même pas lavé depuis 2 jours, la feraient fuir. Peut-être même découvrirait-elle que je n'avais pas de gilet. Aussi répondis-je « Oh non, ça ne doit pas valoir la peine. » Et il me vint à l'esprit quelques heureuses idées dont je fis aussitôt usage, quelques modestes paroles, restes de mon cerveau épuisé. Qu'attendre d'une petite ménagerie comme ça? Au reste, cela ne m'intéressait pas de voir des animaux en cage. Ces animaux savent qu'on est là à les regarder. Ils sentent ces centaines de regards curieux et en subissent l'influence. Non, parlez-moi des animaux qui ne savent pas qu'on les observe, les êtres farouches qui vaguent dans leur tanière ou restent couchés avec leurs yeux verts indolents, lèchent leurs pattes et pensent. Hein? Oh, certainement, j'avais bien raison. L'animal dans toute sa sauvagerie originelle est terrifiante. Voilà ce qui avait de la saveur. Les pas silencieux, furtifs, dans l'épaisse ténèbres de la nuit, le murmure et l'effroi de la forêt, les cris d'un oiseau qui passe, le vent, l'odeur du sang, le fracas là-haut dans l'espace, en un mot, l'âme du règne animal planant sur l'animal sauvage. Mais j'eus peur de la fatiguer, et le sentiment de mon immense misère me ressaisit et m'écrasa. Si j'avais seulement été à peu près bien habillée, j'aurais pu lui offrir la joie de ce tour à Tivoli. Je ne comprenais pas cette femme qui pouvait trouver un plaisir quelconque à se faire accompagner tout le long de la rue Karl Johann par un gueux demi-nu. À quoi pensait-elle, grand Dieu? Et moi, pourquoi marchais-je là, me faisant valoir et souriant idiotement hors de propos? Avais-je quelque motif plausible pour me laisser entraîner à cette longue promenade et torturer par ce délicat oiseau de soie? Cela ne me coûtait-il pas de grands efforts? Ne sentais-je pas le froid de la mort me pénétrer jusqu'au cœur, au plus léger coup de vent qui nous soufflait au visage? N'était-ce pas déjà la folie qui vacarmait dans mon cerveau, une folie causée uniquement par les privations incessantes de bien des mois? Cette femme m'empêchait même de rentrer chez moi, de me mettre un peu de lait sur la langue, une nouvelle cuillerée de lait que peut-être je pourrais réussir à garder. Pourquoi ne me tournait-elle pas le dos et ne me laissait-elle pas aller au diable? J'étais désespérée, et mon désespoir me poussait à bout. Je lui dis « Au fond, vous ne devriez pas vous promener avec moi, mademoiselle. Je vous compromets aux yeux de tout le monde, rien que par mon costume. Oui, c'est la pure vérité. Je le dis comme je le pense. » Elle reste interdite, me jette un rapide coup d'œil et dit « Grand Dieu aussi !» Et elle n'en dit pas davantage. « Que voulez-vous dire par là ?» demandai-je. « Oh non, ne parlez pas de ça. Il ne nous reste qu'un bout de chemin. » Et elle se met à marcher un peu plus vite. Nous tournâmes dans la rue de l'université, et déjà nous voyions les réverbères de la place Saint-Olaf. Alors elle ralentit à nouveau le pas. « Je ne veux pas être indiscret, dis-je, mais ne voulez-vous pas me dire votre nom avant de nous séparer? Et ne voulez-vous pas, rien qu'un moment, relever votre voilette pour que je puisse vous voir? Je vous en serais si reconnaissant. » Pause. J'attendais. « Vous m'avez déjà vu, répond-elle. »« Il a Djali, dis-je pour la seconde fois. »« Vous m'avez poursuivi une demi-journée jusqu'à la maison. Étiez-vous ivre cette fois-là ?» De nouveau j'entendis qu'elle souriait.
Oui, dis-je. Malheureusement, cette fois-là, j'étais ivre. Comme c'est vilain de votre part. Et je reconnus en toute contrition que c'était vilain de ma part. Nous étions arrivés à la fontaine. Nous nous arrêtons et regardons les nombreuses fenêtres éclairées au numéro 2. Il ne faut pas m'accompagner plus loin, dit-elle. Merci pour ce soir. Je baissai la tête, sans oser rien dire. J'ôtai mon chapeau et restai tête nue. Allait-elle me tendre la main? Pourquoi ne me demandez-vous pas de vous raccompagner un bout de chemin? Dit-elle espièglement, en regardant le bout de son soulier. Grand Dieu, répondis-je, si vous le vouliez. Oui, mais rien qu'un petit bout. Et nous fîmes demi-tour. J'étais extrêmement troublée. Je ne savais à quel saint me vouer. Cette créature bouleversait complètement toutes mes idées. J'étais ravie, merveilleusement joyeux. Il me semblait que je m'abîmais délicieusement dans le bonheur. Elle avait expressément voulu me raccompagner. L'idée ne venait pas de moi, c'était son propre désir. Tout en marchant, je la regarde, et je deviens de plus en plus vaillant. Elle m'encourage et m'attire à soi par chacune de ses paroles. J'oublie pour un moment ma pauvreté, ma bassesse, toute ma lamentable existence. Je sens mon sang courir, chaud par mon corps comme autrefois, avant ma déchéance, et je me décide à tâter le terrain par un petit stratagème. D'ailleurs, ce n'était pas vous que je poursuivais l'autre fois, dis-je, c'était votre sœur. C'était ma sœur, dit-elle au comble de l'étonnement. Elle s'arrête, me regarde, attend vraiment une réponse. Elle questionnait pour tout de bon. Oui, répondis-je. Ah, c'est-à-dire, c'était la plus jeune des deux dames qui marchaient devant moi. La plus jeune, ha ha. Et soudain elle se mit à rire aux éclats de tout cœur comme un enfant. Oh, comme vous êtes rusé. Vous avez dit cela tout simplement pour que je relève ma voilette. J'ai compris, mais vous en serez pour vos frais, comme punition. Nous nous mîmes à rire et à plaisanter. Nous parlions sans arrêt, tout le temps. Je ne savais pas ce que je disais, j'étais joyeux. Elle raconta qu'elle m'avait vu une fois avant, il y avait longtemps, au théâtre. J'étais avec 3 camarades et j'avais fait le fou. Très certainement j'étais ivre aussi cette fois-là. Elle en avait bien peur. Pourquoi croyait-elle cela? J'avais tellement ri. Oui-da, c'est vrai, je riais beaucoup dans ce temps-là. Mais plus maintenant? Aussi, maintenant aussi. C'était si magnifique d'exister. Nous arrivions à la rue Karl Johann. Elle dit « N'allons pas plus loin ». Et nous retournâmes et remontâmes la rue de l'université. En arrivant une seconde fois à la fontaine, je ralentis un peu le pas. Je savais que je n'aurais pas la permission de l'accompagner plus loin. « Maintenant, il faut vous en retourner, dit-elle en s'arrêtant. « Oui, peut-être bien, répondis-je. Mais un moment après, elle trouva que je pourrais l'accompagner encore jusqu'à la porte. Grand Dieu, il n'y avait rien d'inconvenant, n'est-ce pas? Non, dis-je. Mais quand je fus à la porte, toute ma misère retomba sur moi. Comment aussi ne pas perdre courage quand on était à ce point broyé par la vie? J'étais là, devant une jeune dame, sale, déchirée, défigurée par la faim, pas lavée, habillée seulement à moitié. C'était à rentrer sous terre. Je me fis petit, m'inclinai involontairement et dis « Ne pourrais-je plus vous revoir ?» Je n'avais aucun espoir qu'elle me permît de la revoir. Je souhaitais presque un refus sec qui me contracterait et me rendrait indifférent. « Si, dit-elle. »« Quand ?»« Je ne sais pas. » Pause. « Ne voulez-vous pas être assez gentille pour relever votre voilette un instant, rien qu'un instant, dis-je, afin que je puisse voir à qui j'ai parlé, rien qu'un instant. Il faut bien que je voie la personne à qui j'ai parlé. » Pause. « Vous pouvez me retrouver ici, devant la porte, mardi soir, dit-elle. Voulez-vous? Oh oui, vous me le permettez? À 8 heures. Bien. Je passai la main sur mon manteau, j'en enlevai la neige, afin d'avoir un prétexte pour la toucher. Ce m'était une volupté d'être si près d'elle. Mais il ne faut pas penser trop de mal de moi, dit-elle. Elle sourit de nouveau. Non. Brusquement, elle fit un geste résolu et releva la voilette sur son front. Une seconde nous restâmes à nous regarder. Il a Djali, dis-je. Elle se haussa sur la pointe des pieds, mit les bras autour de mon cou et me baisa les lèvres. Je sentis palpiter sa poitrine, qui respirait tumultueusement.
Tout à coup, elle s'arracha de mes bras, cria « Bonne nuit !» haletante, à mi-voix, se retourna et grimpa les marches en courant, sans ajouter un mot. La porte retomba.